Bonjour à tous, merci déjà d'être présent à cette conférence sur le voyage au paiement, au cœur du paiement sans contact. Donc moi je suis Julien Gimenez, je suis expert sécurité chez Worldline à Blois et je vais faire cette conférence avec Aurélie. Voilà, donc moi, Aurélie Abraham, donc je suis développeuse full stack à Ypon, donc à Tours. Et donc ça c'est une conférence qui me tient particulièrement à cœur sur le paiement sans contact, puisqu'en fait ça correspond en fait l'année 2007 correspond avec mon entrée chez Worldline et là où j'ai commencé un stage qui était sur le paiement sans contact. Et c'était aussi, alors c'est marrant, c'était à Las Vegas. Il y a eu un petit événement en 2007 sur le stand de Nokia. En fait, ils ont présenté un téléphone, le Nokia 6131 NFC. Donc voilà, au CES de Las Vegas, en janvier 2007, on avait le premier téléphone NFC qui promettait d'être un portefeuille pour servir de carte bancaire, de carte de fidélité et de ticket de transport. Donc c'est sur ce téléphone-là que j'ai commencé en fait ma vie professionnelle et que j'ai travaillé sur un projet de faire du paiement sans contact en 2007. Alors juste pour replacer un peu dans le timing, pendant ce temps-là, c'était aussi en 2007 que sortait le premier iPhone. Donc on verra par la suite que le NFC sur l'iPhone, c'était pas pour bientôt. Alors ensuite, le sans contact commence à évoluer. Donc il y a les premières cartes sans contact qui étaient déployées en France dans les années 2000. Et puis en 2012, on avait le premier million de transactions de paiement sans contact en France. Et ensuite, ça a vraiment fait que augmenter jusque en 2020 au Covid, où là vraiment ça a explosé avec aussi le plafond qui s'est relevé de 30 à 50 euros. Et l'année dernière, on était à 7 milliards de transactions de paiement sans contact en France. Donc rapidement, le NFC, ça va pas être le cœur du sujet de notre présentation, mais rapidement pour expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, la carte, elle est passive, hein. C'est une carte à puce avec sa puce qui renferme toute la sécurité et toute l'application de paiement. Et puis, le fait qu'elle soit sans contact, elle a une antenne NFC en plus qui va venir alimenter cette puce, ce qui va permettre de ne pas avoir à la mettre dans le lecteur de carte bancaire, dans le TPE, et de fournir son énergie. Donc c'est ce que je vous ai mis là, c'est un peu le même phénomène que la plaque à induction, sauf que bon, ça va pas être facile de faire cuire un œuf sur sa carte bancaire. C'est pas les mêmes puissances. Alors maintenant, on a vu un peu qu'est-ce que c'était le sans contact, le NFC. Qu'est-ce que c'est un paiement en réalité? Un paiement numérique. Donc on va avoir principalement les deux premières étapes qu'on va détailler. Qu'est-ce qui se passe? On va d'abord identifier le compte, la personne à qui on va débiter l'argent. Donc essentiellement pour un paiement carte, ça va être le numéro de la carte. Et puis ensuite une phase d'authentification où on va venir apporter toute la sécurité nécessaire. Donc si on se réfère au paiement carte sur Internet, on voit bien que l'authentification, c'est sans cesse un problème et sans cesse en mouvement, puisque au départ, on avait surtout l'authentification. On inscrivait son numéro de carte bancaire, et puis l'authentification, en gros, c'était les 3 derniers chiffres au dos de la carte, quoi. C'est comme ça qu'on prouvait qu'on avait la bonne carte. Donc de plus en plus, voilà, vous savez, avec les SMS, l'authentification multifacteur, on a cette étape d'authentification qui est importante. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu voilà, le cadre, on va rentrer dans le cœur du paiement et de la carte bancaire, comment ça fonctionne une carte bancaire. Et je vais laisser Aurélie vous expliquer. Alors d'abord, on va définir un petit peu de théorie.
Donc toutes les cartes à puce leur fonctionnement est régi par deux normes ISO, donc la norme 7816 et la norme 14443, pardon. Donc la première, c'est plus pour définir les puces avec contact, donc par exemple les cartes SIM ou les cartes bancaires qui n'ont pas le sans contact. Donc les trois premières parties, donc la tirée 1, 2 et 3, ça va être plus pour définir l'aspect physique de la carte et de la puce. Donc par exemple les dimensions physiques de la puce, la taille, la résistance physique, même la résistance chimique. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la quatrième partie, puisque c'est la couche applicative. Donc comment on discute avec cette carte, quelle est la structure des échanges, structure des messages, comment on fait pour discuter avec la carte. Et la seconde norme ISO, donc c'est celle qu'on va exploiter, puisque c'est celle qui définit l'aspect technique de communication avec les puces sans contact. Donc c'est celle qui intervient dans les cartes de paiement sans contact. Alors j'ai dit que j'allais revenir sur la 7816-4. Donc elle définit la structure des APDU. Alors les APDU, c'est quoi? C'est Application Protocol Data Unit. Donc il y a une commande et une réponse. Donc là, c'est la structure de la commande. Donc c'est ce que nous, on va envoyer à la carte pour lui demander des informations. Donc d'abord, on a un octet pour la classe d'instruction, le CLA, puis un octet pour l'instruction, suivi de 2 octets pour les paramètres de l'instruction. Ensuite, on trouve LC. Donc LC, c'est généralement un octet pour décrire la longueur des données, suivi donc des données. Et enfin, généralement un octet pour la réponse, la taille de la réponse attendue maximale. Et la carte va nous répondre avec un autre APDU, donc cette fois la réponse, qui est structurée donc d'abord des données, donc de longueur variable selon ce qu'on aura demandé précédemment, suivi de 2 octets pour le code de la réponse. Donc là, pour ceux qui sont familiers avec le protocole HTTP, en fait, ça revient au code de réponse HTTP. Donc par exemple, le code 200, ça correspond ici à un code 9000. Donc c'est pour dire tout s'est bien passé. Alors, il n'y a pas que les messages qui sont définis par cette norme ISO. On doit également suivre une certaine structure dans la séquence des échanges avec la carte. Donc d'abord, on va sélectionner l'application sans contact de la carte. Et la carte nous répond par une liste des applications qui sont disponibles sur cette carte. Alors c'est un peu flou, mais par exemple, ça correspond à l'application CB ou Visa. Ensuite, on va sélectionner une application parmi toutes ces applications disponibles. Et ça va faire basculer la carte dans un mode particulier lié à cette application, ce qui ensuite va nous permettre de demander la table des matières de cette application. Et la carte nous répond par une liste des accès, c'est-à-dire une liste de tous les fichiers qu'on pourra lui demander par la suite pour obtenir des informations sur cette carte. Et ensuite, on pourra lire donc ces données-là, plusieurs lectures pour obtenir toutes ces données-là, qui seront utiles par la suite. Alors là, c'est encore un peu flou, je suis d'accord avec vous, donc je vais vous décrire un peu ce que ça donne concrètement. Donc quand on fait la sélection du sans contact, ça ressemble à ça. En haut, on a la commande et en bas, on a la réponse de la carte. Alors en haut, en gros, on a 00A4, ça correspond à la classe, à l'instruction. Donc là, la classe d'instruction 00 qui nous dit que ça vient de la norme ISO 7816, donc standard. Et ensuite, on lui envoie donc les données qui correspondent en fait à la chaîne de caractères de PAY6 DDF01. Bon, ça correspond à l'application sans contact en fait des cartes de paiement. Et l'application nous répond, la carte nous répond une longue chaîne d'octets que j'ai un peu tronquée parce que pour l'exemple. Et on remarque tout de suite qu'elle termine effectivement par 9000, donc je ne vous ai pas menti, tout s'est bien passé et on a bien réussi à sélectionner l'application sans contact. J'ai aussi sélectionné, mis en surbrillance, un autre code qui commence par A et qui se termine par 41010. Alors pourquoi je vous en parle? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est l'identifiant de l'application. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, à gauche, j'ai mis quelques exemples d'identifiants d'applications liés à des noms que vous connaissez sûrement tous, par exemple Mastercard ou Visa. Et à droite, j'ai mis la version décodée d'une réponse à la carte. Donc on voit,
Je vais sélectionner parce que ce sera plus clair. Donc on voit que la carte, elle a une application CB, ainsi qu'une application Visa. Voilà. Donc en général, vos cartes, elles sont CB, et puis Mastercard ou CB et Visa, ça fonctionne ensemble. CB, c'est français. Donc voilà. Et pourquoi je vous parle de cette idée? Parce que vous l'avez tous déjà vu. Alors, je suis sûre que vous ne me croyez pas, et pourtant je vous assure que j'ai raison, puisqu'il se trouve sur les tickets de carte bancaire. Donc par exemple, là j'ai mis 3 exemples donc, de paiement par CB, et juste au-dessus, il y a effectivement l'identifiant de l'application qui a été sélectionnée pour effectuer le paiement. Alors en fait, tout le monde peut réaliser ce type de lecture sur une carte de paiement sans contact. Il suffit de se procurer un lecteur à 10 € avec le bon outil. On peut effectuer une lecture de n'importe quelle puce sans contact qui répond à la norme ISO. Mais en fait, en disant ça, je vous mens un petit peu, parce qu'on a déjà tous un lecteur NFC dans notre poche. On a tous un Android, ou iPhone pour les autres. Donc voilà, un exemple de code. Donc Android, puisque pour l'instant, Apple c'est encore un peu en discussion l'ouverture des API NFC. On en rediscutera peut-être après s'il y a des questions sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà un exemple de code qui permet de réaliser une sélection de 100 contacts à partir d'Android. Donc les 2 premières fonctions, je les ai un peu simplifiées puisque ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ça va être plus lié à la configuration de l'interface NFC. Et ce qui nous intéresse, c'est la dernière fonction. Donc ici, j'utilise l'interface ISODEP qui permet de lire des cartes qui répondent à la norme ISO 14443. Et ensuite, je définis un APDU. Croyez-moi sur parole, c'est la sélection du sans contact. Et puis ensuite, il suffit de faire ISODEP transif pour l'envoyer à la carte. Et c'est tout, elle nous renvoie une chaîne d'octets que j'ai présentée précédemment. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, avec ça, en fait, on n'a pas vraiment d'informations super intéressantes. Nous, on aimerait bien aller un petit peu plus loin et avoir plus d'informations sur la carte bancaire. Mais du coup, pour ça, il va falloir se documenter un peu plus. Et donc, je vais vous présenter EMVCO. Donc, EMVCO, c'est une organisation internationale à but non lucratif qui, à la base, réunissait Europay, Mastercard et Visa et qui, aujourd'hui, réunit également JCB, American Express et UnionPay. Et donc, en fait, l'objectif de cette organisation, ça va être de développer et maintenir toutes les spécifications liées aux cartes de paiement. Donc, il s'agit donc des cartes de paiement, des paiements sans contact, des paiements mobiles et des paiements aussi sur Internet avec leur 3D Secure. Donc, leurs objectifs, en fait, c'est de garantir le fonctionnement harmonieux de toutes ces entreprises de paiement et de maintenir des standards qui sont rigoureux, parce qu'on parle de paiement, donc on veut protéger les données qui transitent dans ces paiements-là, parce que déjà, ce sont des données personnelles, mais surtout parce qu'il y a de l'argent, et on a envie que ce soit bien fait. Et enfin, leur objectif, c'est aussi d'innover, donc de suivre l'innovation en développant notamment des spécifications pour les paiements mobiles, ou plus récemment pour les paiements biométriques. Et donc toutes leurs spécifications sont accessibles en libre accès, gratuitement, sur Internet. Donc vous pouvez tous se rendre sur leur site et obtenir toutes les docs pour dialoguer avec les cartes bancaires. Il va juste falloir vous armer un peu de patience et de concentration, parce que c'est très technique et très long, mais c'est faisable. Alors je vais revenir en détail sur la 3e étape du petit diagramme que j'ai fait, qui est demander la table des matières. En fait, pour EMV, ça correspond à l'instruction qui s'appelle Get Processing Option, qui correspond à l'instruction 80 à 08. 80 parce qu'ici, c'est pas standard, donc c'est pas 00 comme tout à l'heure pour le select du sans contact. Et en fait, cette instruction-là, c'est un exemple parce qu'elle est très importante. Elle va mettre la carte dans un mode particulier. La carte démarre une transaction. Donc à partir de maintenant, le compteur de transaction, il est incrémenté. Et donc, nos lectures laissent une trace. Et enfin, donc, la carte, elle répond par l'application de file locator qui va nous permettre de localiser les fichiers. Alors, si je donne un exemple de lecture d'un fichier,
Donc c'est la dernière étape de mon diagramme. On lui envoie ça, par exemple, et la carte nous répond ça. Alors, pas de panique, moi non plus, je ne parle pas l'hexadécimal couramment. Mais en tout cas, croyez-moi, ici, on a le numéro de la carte, et ici, on a la date d'expiration. Alors, c'est moi-même qui ai mis les astérisques, pour des raisons évidentes. Mais en fait, c'est bien envoyé en clair, c'est pas dissimulé quand on fait la lecture. Et alors, comment je sais que c'est le PAN et la date d'expiration? Parce qu'en fait, la réponse est structurée de cette façon. Donc d'abord, on a 1 ou 2 octets pour définir le tag. Donc ici, 5A, ça correspond au PAN. Donc le PAN, c'est le numéro de la carte. Et 5F24 pour la date d'expiration, suivi d'un octet pour la longueur des données, suivi des données en question. Bon, ok, c'est cool, mais maintenant, je vais vous prouver que j'ai raison et qu'on peut vraiment lire toutes les données d'une carte. Donc je vous ai fait une petite démo vidéo d'une application que j'ai faite pour vous montrer ça. Donc là, je mets la carte sur le lecteur NFC de mon téléphone et tout de suite, elle est reconnue. Donc on voit que c'est une Mastercard, on a accès à son numéro de carte, on a accès à plein d'autres informations. Donc en bas, la date d'expiration, le pays qui a fourni la carte. Ensuite, plein d'autres champs techniques que je ne vais pas forcément détailler maintenant, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas, qui vont nous permettre de faire l'authentification après. Et enfin, on va avoir le certificat de la carte, donc la signature de la carte, et enfin, le certificat de la banque qui a émis la carte. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et si vous êtes curieux, le code source de... Le code source de l'application est disponible sur notre GitHub. Donc vous pourrez lire le code et il y a aussi un APK si vous voulez essayer d'installer l'application pour essayer sur votre téléphone avec votre carte. Croyez-moi, il n'y a aucune transaction qui est effectuée. C'est juste de la lecture. Voilà, mais sinon vous pouvez juste lire le code aussi. Ce sera très bien. Mais du coup, en sortant, faites attention avec votre portefeuille. D'accord, donc ça veut dire que là, en gros, on va tous devoir acheter le fameux portefeuille en aluminium pour se protéger de ces pirates-là? De moi? Alors non. Pourquoi en fait? Parce que là, on a fait la partie identification. En fait, on a lu la carte, ok, mais on n'a pas réalisé de paiement pour l'instant. On a juste lu les informations de la carte. Alors, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'informations et tout en clair, en fait. Donc, numéro de carte, date de validité, c'est accessible sans chiffrement. Et donc maintenant, alors l'authentification, ça va être la prochaine étape pour pouvoir ensuite valider notre paiement. Donc l'authentification, pour reparler un petit peu d'authentification au global, voilà, c'est plus un rappel pour ceux qui savent déjà ce que c'est les facteurs d'authentification. Donc on a 3 facteurs d'authentification: le facteur connaissance, qui correspond à ce que l'on sait, le facteur biométrique, ce que l'on est, et puis le facteur possession, ce que je possède. Donc le facteur connaissance, ça va être le PIN de ma carte, typiquement, mais ça va être aussi des mots de passe, des questions secrètes, le schéma de déblocage, par exemple, sur le téléphone. Donc, le problème du mot de passe, ça va être souvent l'expérience utilisateur. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais ce qui est pratique avec le facteur je connais, c'est que presque tout le monde est équipé d'un cerveau. Donc voilà, déjà, on est tous équipés pour pouvoir utiliser ce facteur. Par contre, ce n'est pas forcément facile quand c'est un mot de passe, puisque là, on va devoir avoir des formes complexes, etc., pour avoir une bonne sécurité. Et puis au niveau sécurité aussi, on a ce qu'on appelle une authentification statique. Donc c'est toujours le même échange c'est toujours le même mot de passe, donc on va toujours envoyer le même échange. Donc si on fait une attaque man in the middle, c'est une transaction qui est rejouable. On va aussi avoir des problèmes de phishing, de keylogger. Donc voilà un peu ce facteur d'authentification, ce qu'il a comme avantage et comme inconvénient. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'évidemment, dans la carte de paiement, on a le PIN
Et on a aussi cette commande verify là. Donc, comme Aurélie vous disait, donc on a toujours le CLA, le ins, P1, P2, et puis les datas. Et quand on va voir les datas qui sont transmises, on se rend compte qu'en fait, alors il y a plusieurs modes, mais le mode qui est le plus souvent utilisé en fait dans le paiement contact cette fois, où on insère notre carte dans le terminal de paiement, en fait, on a là plain text block pin avec ici, alors la plupart du temps il fait 4 digits, donc on s'arrête là et après c'est que des F, mais ici dans la commande on a le pin en clair qui passe. Donc vous comprenez peut-être un peu pourquoi aussi, quand on fait du sans contact, on ne met pas le PIN et puis on représente la carte ensuite. Parce qu'en fait, il suffirait d'analyser ce qui passe entre le terminal et la carte, et puis on récupérerait le PIN de la carte. C'est aussi pour ça que sur les stations essence, typiquement, il y a des fois des images de comment est la station essence, puisqu'il y a des petits malins qui vont mettre une interface, ils vont mettre leur logiciel, leur matériel et leur logiciel qui va espionner les échanges entre la carte et puis le lecteur, et puis ils vont voir ce qui se passe. Donc typiquement, ils vont pouvoir récupérer le PIN de la carte bancaire. Mais en sans contact, il n'y a pas de PIN. En tout cas, on n'envoie pas le PIN à la carte bancaire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme facteur d'authentification? Le facteur biométrique. Donc là, bon, il y a vraiment de tout. Le problème, je dirais, ça va être autant le mot de passe, tout le monde est équipé pour l'utiliser, autant la biométrie, c'est un peu différent en fonction des types de biométrie. Empreinte digitale, reconnaissance faciale, voilà, c'est de plus en plus démocratisé. On a les smartphones qui sont équipés, les desktops aussi. Sur le paiement, la validation d'une transaction de paiement sur Internet, on a aussi des études autour de tout ce qui est biométrique comportementale, donc qui utilise la façon de marcher, la frappe au clavier, pour pouvoir valider un paiement, enfin faire de l'authentification pour pouvoir valider un paiement sur Internet. Bon, là on est sur la carte bancaire, donc la biométrie. On pourrait se dire, bon, c'est pas pertinent de parler de biométrie sur la carte, et pourtant on a des cartes de paiement qui possèdent des lecteurs biométriques et qui peuvent vérifier une empreinte biométrique directement à l'intérieur de la carte. Donc là, j'ai pris une banque au hasard, mais il y a plusieurs exemples de cartes comme ça. Alors évidemment, c'est souvent des cartes assez chères, puisque ça a un certain coût d'avoir ces lecteurs à l'intérieur de la carte, mais ça existe. Et enfin, dernier facteur d'authentification, celui qu'on va détailler un petit peu plus, c'est le facteur « je possède », ce que je possède. Alors, on a des exemples qui sont au niveau de donc, ce qu'on appelle device fingerprinting, ça va être de reconnaître que je possède tel téléphone. Donc vous avez tous des alertes des fois sur les sites où vous allez vous connecter qui vont reconnaître que c'est votre téléphone ou c'est pas votre téléphone justement. Alors là, on a un niveau de sécurité qui est pas au niveau matériel, c'est voilà, c'est des informations logicielles qui permettent de reconnaître le téléphone. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans la sécurité avec tout ce qui est SMS OTP, puisque là, on va s'assurer qu'on possède bien la carte SIM qui est associée au numéro de téléphone. Mais on a aussi donc des problèmes de sécurité, tout ce qui est SIM swapping, donc les problèmes de les attaquants qui vont appeler l'opérateur pour récupérer une carte qui n'est pas à eux et puis qui vont échanger la carte. Et puis tout ce qui est phishing, donc là, ça c'est les nouveaux termes qui apparaissent là liés au phishing. Donc le phishing par SMS et puis le phishing par appel vocaux au téléphone. Smishing, vishing. Et puis finalement, notre carte bancaire, qui elle aussi fait partie des facteurs possession. Et alors comment ça fonctionne l'authentification de notre carte bancaire? En fait, c'est basé sur la cryptographie asymétrique.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre carte bancaire, on va avoir une clé privée et une clé publique. Donc la clé privée qui va être protégée par la puce, donc par toute la sécurité matérielle et toutes les certifications de sécurité de la carte bancaire. Et puis la clé publique qu'on a vue tout à l'heure, puisque ici on avait ICC Public Key Certificate. Donc ICC Public Key pour Integrated Circuit Chip, donc c'est la puce de notre carte. Donc c'est bien la clé publique de la carte. Alors pourquoi Certificate? Puisqu'en fait, on ne va pas se contenter d'avoir juste une clé publique, puisque sinon n'importe qui peut envoyer sa clé publique à la place et puis signer la transaction avec une clé privée frauduleuse. Donc là, on a le certificate, ce qui veut dire qu'en fait, ça va être certifié par la banque. Et donc, dans la carte à puce, on a aussi la clé publique, cette fois de l'issuer, donc qui est la clé publique de la banque. Et donc, grâce à cette clé publique, on va pouvoir vérifier que la carte a bien une clé publique certifiée. Mais là, vous voyez, c'est un certificat, encore une fois. Parce que forcément, je peux me faire passer pour une banque et avoir ma propre clé publique et puis on recommence. Donc, il y a encore un niveau au-dessus qui est l'autorité de certification. En fait, c'est Visa, Mastercard, carte bancaire, American Express, etc. Qui sont les schemes, c'est eux qui certifient les clés publiques des banques. Et ces clés publiques Visa, Mastercard, en fait, elles sont vraiment publiques. Elles sont données à tous ceux qui font du paiement pour pouvoir être intégrées dans les terminaux de paiement. Et si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez retrouver les clés publiques Visa, Mastercard sans problème. Donc là, comment ça fonctionne? En fait, à la construction de la carte, ce qu'on va faire, c'est que dans ma carte ici, la banque, elle va utiliser sa clé privée pour certifier la clé publique de la carte. Et puis à l'intérieur de la carte, on va avoir la clé privée, bien sûr, qui va être protégée, la clé publique associée, et puis la clé publique de la banque, certifiée par Visa. Ça va jusque-là? Et donc, comment ça fonctionne ensuite? L'authentification. En fait, le lecteur, ici, va envoyer un nombre aléatoire. Alors, pas uniquement, mais là, c'est le principe. Il va envoyer un nombre aléatoire à la carte. La carte, elle va utiliser sa clé privée pour faire une signature de ce nombre aléatoire. Elle va renvoyer le nombre aléatoire signé plus la clé publique que le lecteur aura déjà récupérée suite à la lecture de la carte. Et puis, il va pouvoir vérifier que c'est bien le nombre aléatoire qu'il a envoyé au départ qui a été signé. Donc là, on voit qu'au niveau authentification, on a bien une authentification dynamique, c'est-à-dire que même si je me mets ici, que je récupère tous les échanges, en fait, le nombre aléatoire, la prochaine fois, ce ne sera pas le même. Donc forcément, si je renvoie la réponse obtenue précédemment, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est le principe. Alors, en vérité, on est un petit peu plus compliqué, puisque on va avoir toute l'étape de vérification en cascade des clés publiques. On a la clé publique Visa, on va vérifier la clé publique de la banque qui va vérifier la clé publique de la carte. Donc, toutes ces vérifications en amont dans le lecteur vont être faites. Et puis, dans la carte, en fait, on ne va pas se contenter d'envoyer un nombre aléatoire. Alors, on va bien envoyer un nombre aléatoire, mais on va aussi envoyer toutes les données de la transaction, c'est-à-dire le montant de la transaction, le code pays, TVR, c'est en gros comment ça s'est passé. Est-ce que l'utilisateur il a saisi son PIN? Est-ce que le PIN il était bon? Est-ce que voilà, tout un tas de petits paramètres comme ça que le lecteur va envoyer à la carte pour lui dire en gros le risque de la transaction. La monnaie, la date, le type de transaction, etc. Donc tout ça, ça va être processé par la carte pour obtenir un premier cryptogramme.
Et une fois que ce cryptogramme-là, il est généré, eh ben, on va le signer avec la carte va le signer avec sa clé privée et renvoyer tout ça au lecteur pour vérification. Donc là, il va pouvoir vérifier que le cryptogramme qui a été généré ici, il a bien été signé par la clé privée de la carte. C'est comme ça que ça permet de faire l'authentification de ma carte. Et donc là, j'ai bien une transaction où en face, j'ai une vraie carte. Pareil que pour l'ID, ici, sur vos tickets, entre le pan masqué et puis tous ces petits codes-là, vous avez à chaque fois un nombre hexadécimal là, qui correspond au cryptogramme de votre transaction. Donc c'est ça en fait qui fait foi. Si jamais vous allez contester un paiement, théoriquement en fait, la banque elle va essayer de recalculer ce cryptogramme-là. Et si vous avez dit bah non mais j'ai pas saisi mon code ou non mais c'est pas le bon montant ou voilà, en fait la banque elle va reprendre tous les paramètres, elle va essayer de recalculer ce cryptogramme et elle va voir si le cryptogramme il est cohérent ou pas. C'est vraiment la preuve de mon authentification. Donc voilà, maintenant vous savez comment fonctionne une carte bancaire et comment fonctionne l'authentification d'une carte bancaire, à la fois comment la lire et comment s'authentifier. Donc pour résumer un peu, moi alors c'est un peu un avis personnel, mais moi je trouve ça vraiment intéressant en fait, tout ce que peut faire une carte bancaire. En termes d'interopérabilité pour l'authentification, on a quelque chose qui est vraiment interopérable grâce au protocole EMV. En fait, on a une norme connue, des échanges connus, ce n'est pas du propriétaire. On peut vraiment faire notre application comme Aurélie l'a fait sans problème. Au niveau expérience utilisateur, bah, c'est en fait assez simple hein, de faire un tap NFC pour s'authentifier. Et puis au niveau sécurité, on voit quand même que ça peut répondre à des problèmes au niveau de la biométrie. Des fois, on va avoir des problèmes de stockage des données, de vie privée. Là, on a aussi un niveau de sécu qui est important avec la carte bancaire. Et puis, on répond à des problèmes de phishing. Là, j'ai encore mis des petits termes que j'aime bien. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez le quishing. C'est le nouveau terme pour phishing à base de QR code. Voilà, pour petite info. Et donc, en fait, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est pas forcément une conclusion, c'est une question. C'est une vraie question que je me pose et que j'aimerais pousser. C'est pourquoi on n'utilise pas plus la carte bancaire pour sécuriser l'authentification dans le web? Puisqu'en fait, on pourrait très bien utiliser notre application sans contact, respecter les protocoles et vérifier que voilà, je possède bien cette carte bancaire. Donc, j'apporte un facteur possession que tout le monde a dans la poche et que je trouve pertinent. Donc voilà pour cette présentation. Si vous voulez tester l'application, donc il y avait le lien GitHub, vous pouvez aussi télécharger directement l'APK qui est disponible sur le GitHub. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks sur OpenFeedback. Et si vous avez des questions, il reste un peu plus de 5 minutes.